le français est un héritage colonial. Nous parlons français parce que nous avons été colonisés par la France et qu'on n'a pas pu encore se défaire de ça. Et nous avons parlé le français avant la création de l'OIF. Et nous y sommes entrés, nous y sommes sortis. Nous pouvons continuer à parler le français. Mais nous ne sommes pas fiers aussi de dire que nous parlons français. Parce que nous avons nos langues aussi. Ce n'est pas dire que nous devons laisser le français, non. Je crois que ceux qui veulent, ils peuvent continuer à parler. Mais c'est aussi une opportunité, pour nous, en tout cas un rappel, de valoriser davantage nos langues nationales. Il y a des langues africaines, même au niveau de l'AES, nos populations peuvent communiquer en Bambara ou en Songhai, qui peut être compris dans d'autres pays. Donc, pour nous, c'est aussi l'occasion de davantage investir et valoriser les langues nationales qui peuvent exister auprès du français, mais pourquoi aussi on ne développerait pas l'anglais ou d'autres langues? Donc, pour nous, c'est beaucoup plus ça. Donc, l'OIF n'est pas la langue française. D'accord. Parlons, monsieur. Alors, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi, je vais très bien, ça se voit. Eh bien, écoutez, on a un discours ici très intéressant qu'on a redécouvert encore une fois. Très, très intéressant. Je voudrais que vous fassiez vos commentaires pour que l'on puisse faire la lecture ensemble et puis tirer des conclusions. On y va. On regarde la vidéo, ensuite on fait un commentaire. Bon, vous savez, ça m'amène toujours à répéter la citation de Nelson Mandela, que c'est toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Pour l'AES aujourd'hui, c'est une réalité géopolitique dans la région. Elle a été mise en place sur la base d'une réponse à apporter à une menace existentielle. Aujourd'hui, cela nous a amené à pouvoir travailler ensemble pour renforcer la sécurité au niveau des trois pays, mener des opérations conjointes, mettre en place une force unifiée, mais au-delà de la dimension sécuritaire, parce que c'est un mécanisme collectif d'assistance mutuelle, mais au-delà de cette question, nous avons quand même compris qu'il était important, après la mise en place de la charte du Liptako-Gourma, qu'il fallait passer à l'étape supérieure, qui était celle d'aller vers la Confédération des États du Sahel, basée sur les trois piliers, la défense et la sécurité qui a été à l'origine, ensuite la diplomatie, la nécessité de parler d'une seule voix sur la scène internationale, mais aussi la dimension développement qui intègre le renforcement de la coopération et de l'intégration économique et régionale entre les pays et les peuples de la sous-région. Donc aujourd'hui, nous nous rendons compte que c'était quelque chose qui était nécessaire. Alors, un an déjà donc, que le Mali préside aux destinées de l'AES, près d'un an, on va dire. Alors, avec quel bilan aujourd'hui? D'abord, le Mali est très honoré à travers son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui a été porté à la tête de la Confédération pour une première présidence, parce que nous partions pratiquement de zéro et la première priorité était naturellement de travailler à adopter une feuille de route. La feuille de route déclinait un certain nombre de dimensions importantes. D'abord, comment faire fonctionner la Confédération pour qu'elle puisse exister, les différents cadres qui existent. Donc ça, c'était vraiment un premier travail. Et ensuite, il a fallu aussi travailler à une meilleure coordination des efforts sur le plan sécuritaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça, on voit sur le terrain les résultats que cela donne sur le terrain avec des actions coordonnées et des succès militaires qui sont rapportés contre les groupes armés, même si les défis sécuritaires restent encore une réalité. Sur le plan diplomatique, vous voyez que nos pays parlent de plus en plus d'une seule voix. Si je prends le cas de l'Ukraine, quand notre pays a été agressé par l'Ukraine, le Burkina, le Mali et le Niger ont entrepris des démarches communes auprès des Nations Unies, auprès de l'Union africaine. Quand il y a eu aussi la situation par rapport à l'Algérie aussi, l'attaque du drone malien aussi, nos trois pays se sont exprimés d'une seule voix. Et de plus en plus, nous parlons d'une seule voix sur la scène internationale. Naturellement, c'est un travail de longue haleine, d'harmonisation sur ces questions-là. Et aujourd'hui, beaucoup de partenaires, que ce soit la Turquie, que ce soit la Russie, le Maroc ou d'autres partenaires, on vient de Berlin, reconnaissent de plus en plus cette réalité géopolitique qui est extrêmement importante. Sur le plan du développement, vous voyez qu'il y a aussi des pas importants parce qu'il y a un certain nombre de projets structurants qui sont identifiés pour être mis en place pour renforcer l'intégration au niveau de la région, avec la mise en place d'une compagnie
compagnies aériennes, la mise en place de projets de chemin de fer, de projets d'infrastructure, de projets d'énergie et récemment la mise en place de la Banque confédérale d'investissement et de développement qui permettra de générer des ressources internes pour pouvoir financer notre propre développement. Il y a aussi un prélèvement communautaire qui a été mis en place pour pouvoir dégager des ressources propres au niveau de notre espace sur la base des importations pour pouvoir financer cela. Sur le plan aussi de la symbolique, vous avez dû voir aussi quand même qu'il y a les symboles et la visibilité de la Confédération quand même est une réalité avec l'adoption d'abord d'un logo, ensuite d'un drapeau et aujourd'hui un hymne, il y a un projet de radio, de télévision. Donc c'est vous dire que en un an, il y a quand même du travail qui est assez enclenché. C'était vraiment pour pouvoir poser les fondements. Aujourd'hui, on peut dire que, et nos populations, parce que je ne veux pas oublier aussi cette partie, il y a une mobilisation des hommes, des femmes dans les 3 pays, des activités culturelles qu'on organise ensemble. Donc, il y a une dynamique AES qui est désormais une réalité. Et l'AES n'est pas dans une dimension d'hostilité quelconque. Nous voulons pouvoir travailler pour l'intérêt de nos pays, tout en maintenant des rapports pacifiques et des rapports de bon voisinage avec notre entourage immédiat et des relations de partenariat avec ceux qui le souhaitent et ceux qui nous respectent. Monsieur le ministre, le 22 mai dernier, à Bamako, ici, il y a eu la première rencontre entre la Confédération AES et la CEDEAO. Comment l'expliquer, parce que beaucoup de citoyens lambda avaient pensé que c'était définitif, que c'était fini, les relations avec la CEDEAO. Mais comment expliquer cette rencontre-là avec la CEDEAO dans la perspective de négociation entre les 2 entités? La rencontre de Bamako est un pas important, mais il faut clarifier dès le départ. La rencontre n'a pas pour objectif pour nos pays de revenir dans la CEDEAO. Notre départ, il est acté. On a pris un chemin de non-retour. Mais même en sortant d'une organisation, c'est quand même des relations économiques, commerciales, culturelles, sécuritaires qui ont été tissées sur 50 ans. Qu'on ne peut pas détricoter du jour au lendemain, ou bien on aura une désintégration violente qui aura des conséquences pour chacune des parties. Même dans le cas d'un divorce, que le couple quand même doit s'asseoir pour pouvoir discuter et regarder comment on va partager l'héritage, la garde des enfants. Donc c'est un certain nombre de questions pratiques qui nous ont amenés à nous asseoir avec la CEDEAO pour dire que le départ il est acté. Nous ne sommes plus membres de la CEDEAO. Désormais l'Afrique de l'Ouest, il y a 2 entités. L'AES qui comprend 3 États, d'une part le Burkina Faso, le Mali et le Niger, et la CEDEAO qui maintenant comprend 12 États membres. Donc les peuples ouest-africains sont désormais représentés par ces 2 entités. Ces 2 entités aussi doivent se mettre ensemble pour pouvoir discuter ensemble comment le désengagement va se faire sur le plan par exemple de la libre circulation des personnes et des biens, le commerce des marchandises, les questions commerciales, il y a des projets d'énergie et plusieurs projets qui sont là. Donc ça nécessite, comme vous avez vu le cas de la Grande-Bretagne, quand elle est sortie de l'Union européenne, il a fallu s'asseoir, s'entendre et développer de nouveaux accords qui établissent les rapports entre les pays. Donc ça, je crois que c'est vraiment de comprendre que notre motivation, c'est de travailler à préserver l'intérêt des populations. Et pour ça, nous n'hésiterons pas à discuter avec la CEDEAO. Et aujourd'hui, je pense que chacun travaille à faire en sorte que tant la CEDEAO, que nous, en tout cas, c'est ce qui peut ressortir de ces discussions, que ce qui est important, c'est comment préserver les acquis de l'intégration. Et ces acquis de l'intégration n'ont pas commencé avec la création de la CEDEAO, qui ne date que de 1975. Depuis l'indépendance de nos pays, il y a eu quand même des avancées qui ont été enregistrées. Et ce qui est important aussi pour nos populations, c'est de comprendre que l'AES est dans une dynamique que nous avons fixée dès le départ. Nous avons indiqué que cette discussion avec la CEDEAO, nous voulons que ça se fasse en groupe, pas individuellement.
Et le fait que ça se tienne dans l'espace AES aussi est une avancée extrêmement importante. Et sur le plan de la symbolique, même avoir dans cette salle le drapeau de l'AES à côté du drapeau de la CEDEAO, c'est quand même une reconnaissance que, bon, il y a deux entités qui sont ensemble, mais ces deux entités doivent coopérer pour des relations pacifiques, mais des relations qui préservent l'intérêt des populations, en particulier pour ce qui concerne la libre circulation des personnes et des biens. En fait, Monsieur le ministre, vous parlez d'acquis de l'intégration, vous parlez de libre circulation des personnes et des biens, mais concrètement, qu'est-ce qui vous préoccupe au moment de se séparer avec la CEDEAO définitivement? Quelles sont les attentes particulières de la partie AES? Bon, écoutez, on n'a pas dit de préoccupations spécifiques, on a quelques points. Le premier, c'est de dire que sur le plan sécuritaire, nous avons indiqué que les conditions n'étaient pas réunies pour pouvoir faire travailler avec la CEDEAO en tant qu'entité dans le cadre de ces mécanismes parce qu'il n'y a pas assez de confiance entre les pays. Donc cette question reste ouverte et on va travailler à réunir les conditions pour ça. Pour le reste, sur la libre circulation des personnes et des biens qui concerne généralement tout le monde, les pays membres de l'AES, nos chefs d'État, le président Goïta, le président Traoré et le président Tchani ont indiqué dans une déclaration au mois de décembre de l'année dernière que dans leur vision panafricaniste, rien ne change dans la situation des citoyens ouest-africains qui vivent parmi nous. Donc pour nous, il est important que nous travaillions à préserver les intérêts de nos populations. Parce que pour nous, encore une fois, nous avons quitté une institution. Nous n'avons pas quitté la région. Et pour le Mali, comme pour le Burkina et le Niger, les peuples ouest-africains restent unis, malgré nos divergences qu'on peut avoir souvent à un niveau politique, mais il ne faut pas travailler à diviser les populations. Donc tout ce qui peut maintenir des relations de libre circulation, de commerce, tout ce qui a existé entre nos peuples depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, notre état d'esprit, c'est de travailler à créer le minimum de perturbations. Si c'est l'intention aussi de l'autre partie, nous avons compris aussi que du côté de la CEDEAO, elle voudrait aussi qu'on puisse travailler à ne pas toucher les intérêts essentiels de la population. Sur le reste, nous sommes une entité à part qui évolue pour atteindre ses objectifs, qui souhaiterait quand même ne pas entrer dans un schéma de confrontation avec les autres États membres de la région, puisque nous avons choisi notre chemin. À partir du moment où cette relation se fait dans le cadre d'un respect mutuel, dans le cadre d'un cadre juridique qui est agréé de part et d'autre, bon, l'AES va continuer à évoluer et sur la scène internationale. Bon, la CEDEAO même a souhaité que sur la scène internationale, nous puissions même collaborer. Parce que si vous prenez l'Union africaine, au niveau du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, bon, il y a 3 sièges, je crois, qui sont donnés à la région Afrique de l'Ouest. Mais comment ces 3 sièges vont être répartis? Donc il faut une collaboration avec la CEDEAO parce qu'elle ne peut pas prendre seule ça, parce qu'elle ne représente pas la région. Donc, chacun a intérêt à ce qu'on puisse regarder les choses ensemble et sortir vraiment. Nous, on n'a rien contre les peuples de la région, ni contre qui que ce soit. Ce qui est problématique, c'est vraiment les ingérences extérieures qui ont voulu opposer les populations et certains États de la région. Il faut que chacun s'élève au-dessus de ces différentes pressions néfastes. Monsieur le ministre, au-delà donc de nos voisins de l'AES, le Mali partage des frontières avec 5 autres pays. Les tensions avec un de ces pays particulièrement se sont exacerbées ces derniers temps. Nous parlons bien évidemment de l'Algérie qui a abattu donc un drone des FAMA dans la nuit du 31 mars au 1er avril. On a protesté, le Mali a donc protesté. Comment évoluent vos relations depuis ? Bon, avant d'appeler à l'évolution, il faut savoir d'abord ce qui s'est passé. Le Mali et l'Algérie sont des pays voisins, mais ce qui s'est passé est un acte inamical et un acte d'agression parce qu'un drone des forces armées maliennes a été abattu sur le territoire malien, un drone en opération pour combattre des groupes terroristes qui cherchent à attaquer, à déstabiliser notre pays. Ce n'est pas un acte amical et nous l'avons condamné. Et il est inacceptable que notre pays soit agressé de cette façon. Nous sommes en train de le gérer et nous avons demandé à la partie algérienne
tout cas aux autorités algériennes, de nous donner des informations indiquant que cet aéronef est entré dans leur espace ou a été abattu dans leur espace. À ce jour, nous n'avons aucun élément probant qu'il nous ait été. Le communiqué du gouvernement a donné toutes les données géographiques et autres par rapport à cette question. Donc nous attendons une clarification de cette question. Mais pour qualifier l'acte lui-même, quoique nous sommes quand même des pays voisins. En tant que pays voisins, des relations saines ne peuvent pas être bâties si notre voisin héberge, entretient et soutient des groupes terroristes qui créent la menace et la déstabilisation au niveau du Mali. Les relations ne peuvent pas être assises sur ça. Le Mali a toujours œuvré pour essayer d'avoir une relation amicale avec les autorités algériennes. Le peuple malien et le peuple algérien sont unis par la géographie et par l'histoire, mais il est important que les autorités algériennes respectent la souveraineté du Mali, cessent de s'ingérer dans les affaires intérieures du Mali et cessent de servir de base arrière à des groupes terroristes et autres qui déstabilisent notre pays. Le Mali, d'ailleurs, on continue à le rappeler, ce n'est pas nécessaire de le dire, mais si certains ne le savent pas, il faut malheureusement le rappeler. Le Mali a apporté un soutien décisif à l'indépendance de l'Algérie, ce qui nous voit encore l'inimitié de l'ancienne puissance coloniale. À Gao, l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, en tant que chef du FLN, a été reçu là-bas et le peuple malien a apporté un soutien décisif à l'Algérie. Donc le Mali ne s'est jamais situé à l'international. Le Mali a été le premier ou un des premiers pays à soutenir diplomatiquement et à défendre l'Algérie. Donc il est important que les autorités actuelles de l'Algérie comprennent cela et cessent, parce qu'il y a eu depuis un certain temps une multiplication d'actes hostiles à l'égard du Mali, et il faut que cela cesse pour qu'on puisse établir des relations de voisinage et qui prennent en compte justement ce passé du pays. Mais quoi qu'il en soit, le Mali reste déterminé à défendre son intégrité territoriale, à défendre notre indépendance et notre souveraineté, et ça, nous ne nous soumettrons à aucune menace ou à aucune intimidation. Est-ce qu'il y a un dialogue en cours ou en vue? C'est ce que je vous dis encore une fois, le dialogue sera bâti sur la vérité. Il faut qu'on nous explique qu'est-ce qui s'est passé et qu'on ait les éléments. Sur la base des éléments de ce qui s'est passé, pour nous, il n'y a pas de doute. Notre aéronef a été abattu sur notre territoire. Donc, il y a des rapprochements entre les différents services compétents. Quand nous aurons ces informations, nous allons pouvoir avancer. Oui, monsieur le ministre, souvent quand on écoute certaines autorités algériennes, elles pensent que c'est le fait que le Mali soit peut-être de plus en plus proche du Maroc qui pourrait expliquer un peu ces tensions-là. Est-ce que peut-être qu'il fallait s'y attendre en se rapprochant davantage du Maroc, créer peut-être cette mésentente-là avec l'Algérie? Est-ce que ça a à voir ou c'est juste des perceptions, des vues de l'esprit? Encore une fois, je rappelle les trois principes sur lesquels sont fondées nos relations avec les partenaires qui ont été édictés par le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, et qui ont été consacrés dans notre constitution. Le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix souverains du Mali et la prise en compte de ses intérêts vitaux. Le Mali ne demandera la permission à aucun État pour définir sa diplomatie. Nous voulons une diplomatie autonome, nous voulons une diplomatie indépendante, une diplomatie qui se fera sur la base des intérêts du Mali. Donc, ceci dit, nos relations avec chaque pays sont nos relations avec ce pays, mais tes amis ne sont pas nécessairement mes amis et tes ennemis ne sont pas mes amis. Donc, aucun pays ne peut se fonder ses relations avec le Mali sur la base d'un dictat, parce que certains ont essayé cette voie et nous voyons là où ça nous a amené. Donc, je pense que ça ne peut pas être une base de discussion de dire que le Mali le Mali choisit ses amis en fonction de ses amis, comme tout pays ici dans la région ou ailleurs le feront. Donc pour moi, ça, ce n'est pas un argument. Oui. Monsieur le ministre, quand on regarde un peu les relations entre le Mali et ses autres voisins, le Sénégal, la Guinée, on peut dire que ça va. Hein? Ce sont des impressions de citoyens lambda. La Côte d'Ivoire ou la Mauritanie, on peut penser que ce n'est pas au beau fixe. Est-ce que c'est une
très bonne appréciation des relations entre le Mali et ses voisins-là. Vous savez, vous n'avez d'ailleurs pas cité tout le monde. Je crois que les relations entre pays connaissent toujours des hauts et des bas. Ce qui est important, c'est vraiment la vision des uns et des autres. Pour le Mali, depuis l'indépendance, nos relations avec le voisinage ont été fondées en tout cas sur les principes de bon voisinage, sur le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, et travailler à promouvoir l'intégration régionale et tisser des relations fraternelles entre nos populations. Et avec chacun de nos voisins, ce sont ces principes que nous appliquons et nous souhaitons qu'avec les uns et les autres, ça soit le cas. Il est possible qu'ici et là, même dans une famille, la langue et la dent peuvent s'entrechoquer. Donc, mais pour nous, ça, ce n'est pas quelque chose les choses évoluent. Avec certains, il a pu y avoir des difficultés. Avec certains, il y a des difficultés. Nous travaillons à les surmonter et nous arrivons à travers le dialogue, le respect mutuel, à trouver les cadres nécessaires pour pouvoir discuter avec les uns et les autres et puis avancer. Donc, nous ne sommes pas dans des schémas idylliques non plus. Nous faisons face à des défis concrets. Naturellement, comme je l'ai indiqué, nous n'accepterons pas que certains voisins aussi utilisent leur territoire pour déstabiliser le Mali ou accueillir des groupes qui créent la menace chez nous ou accueillir des partenaires extérieurs qui sont hostiles au Mali et qui utilisent leur territoire pour déstabiliser notre pays. Et la plupart des difficultés qu'on aurait pu avoir avec les uns et les autres sont fondées souvent sur ces préoccupations qui sont des préoccupations réelles pour le Mali. Donc nous n'avons pas d'hostilité particulière, mais nous voulons. Mais le Mali aussi peut faire la même chose. Et est-ce qu'on n'aura jamais une relation pacifique dans la région si nous aussi on se met à entretenir des groupes subversifs, à les projeter chez le voisin? Donc je crois que chacun doit faire l'effort nécessaire de se retenir et de travailler de façon constructive à entretenir ces relations qui sont des relations séculaires entre nos peuples. Aucun dirigeant de la région, je pense que n'a le droit de poser des actes qui aujourd'hui peuvent mettre nos populations dos à dos. Monsieur le ministre, notre pays a fait le choix stratégique de diversifier ses partenariats en se tournant vers des pays comme la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie. Le président de la transition s'est déplacé en tout cas dans 2 de ces pays. La stratégie est-elle la gagnante aujourd'hui? Si oui, quelles en sont en quelques mots les retombées? La diversification des partenariats n'est pas une fin en soi. C'est un moyen pour travailler pour que notre pays puisse être autonome. Notre ambition n'est pas de dépendre de tel ou tel partenaire, mais il y a des choix stratégiques ou tactiques qu'on fait à des moments pour nous permettre d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc, comme on le fait dans le cadre de la défense et de la sécurité, notre ambition, c'est de pouvoir être autonome. Aujourd'hui, le Mali assume cette diversification des partenariats et aujourd'hui, les relations avec certains que vous avez cités comme la Russie ou la Chine sont à un niveau stratégique. D'ailleurs, c'est les 2 pays dans lesquels le chef de l'État, le président Goïta, s'est déplacé et la coopération économique est très dynamique avec ces pays, y compris dans des secteurs stratégiques au niveau du Mali, comme les mines, l'agro-industrie, l'énergie, et qui promettent aussi des résultats importants dans ces différents domaines. Le Mali a aujourd'hui des options. Donc, nous n'avons pas qu'une clé dans notre boîte à outils. Nous allons chercher là où il y a une compétence, là où il y a une ressource. On a aussi des pays du Moyen-Orient. Récemment, le Qatar a accordé une aide budgétaire de 50 millions de dollars au niveau du Mali. Et vous avez vu récemment une délégation des Émirats arabes unis qui est venue ici, 2 délégations avec lesquelles il y a des discussions en cours sur des projets structurants avec d'autres pays du Moyen-Orient. Il y a ces ouvertures-là avec d'autres pays africains aussi. Il y a ces possibilités. Donc, pour nous, en tant que moyen, la diversification est essentielle pour nous permettre chaque fois, si c'est sur le plan de la défense et de la sécurité, d'avoir le partenaire qu'il nous faut ou dans d'autres domaines. Je pense que c'est un choix qui est judicieux, qui doit être maintenu, mais avec la finalité de faire cesser la dépendance de notre pays. Monsieur le ministre, votre département est le plus transversal des ministères, parce qu'il s'intéresse à tout, à la santé, aussi à la défense,
défense et à bien d'autres domaines. Est-ce que les relations aujourd'hui avec la Turquie se portent bien, puisqu'on a entendu que par rapport au froid, ces relations-là, il y a peut-être des implications dans d'autres sphères de la gouvernance. Comment se portent aujourd'hui les relations entre le Mali et la Turquie? Bon, disons que je ne suis pas perturbé par ce que j'entends ici et là. Je crois que ça aussi, c'est le propre aussi des réseaux, de toutes ces informations qu'on attend ici et là. Pour vous donner un cas concret, récemment, le président Erdogan a dépêché un porteur de messages auprès du président Goïta. Et les messages que nous avons reçus, en tout cas, sont des messages qui nous confortent par rapport à la solidité de la relation entre Ankara et Bamako et aussi au renforcement de la coopération entre nos deux pays. La Turquie se tient aux côtés du Mali pour pouvoir répondre à ses besoins et l'accompagner dans son souci de recouvrer son territoire national et de défendre sa souveraineté. Donc, je pense que les gens peuvent faire des insinuations, mais à notre niveau, on ne peut pas travailler sur la base de ça. Oui, monsieur le ministre, si le monde était bipolarisé, s'il était entre l'OTAN et les BRICS, tous ces partenaires dont on vient de parler, la Russie, l'Inde, la Chine, on a l'impression que le Mali a fait le choix assumé d'être beaucoup plus proche des BRICS que d'autres. Est-ce que c'est une bonne perception également? Vous savez, le Mali a fait des choix aujourd'hui qui sont des choix stratégiques et tactiques que nous assumons, qui nous permettent d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Mais aujourd'hui, si on regarde même l'évolution des dernières années, le choix du Mali, c'est qu'on puisse évoluer vers un monde multipolaire. Le Mali ne souhaite pas qu'il y ait un club, un groupe ou un groupuscule de pays qui dirige le monde et que la voix de la majorité ne soit pas entendue ou que l'Afrique elle-même n'ait même pas de voix par rapport à cela. Donc tout ce qui va dans le sens du renforcement de la multipolarité, de l'émergence d'autres pôles politiques ou économiques ou sécuritaires va dans la direction de ce que le Mali souhaite. Le retrait de l'Organisation internationale de la francophonie, est-ce qu'il est irréversible ou est-ce qu'on va aller vers des exemples comme le Rwanda? Est-ce qu'il y a possibilité que le Mali, les pays de l'AES renouent avec l'Organisation internationale de la francophonie? Ce qui est sûr, c'est que le Mali s'est retiré de l'Organisation internationale de la francophonie. Pour des raisons évidentes. Parce que nous ne pouvons pas être dans des organisations où on pratique la politique de 2 poids 2 mesures. Quand nous appartenons à une organisation, cette organisation doit fonctionner sur la base de ses propres règles qui doivent s'appliquer invariablement à ses membres. Cette organisation est progressivement, en tout cas s'est laissée entraîner par l'influence d'un État majeur qui domine cette organisation qui est la France et que aujourd'hui, nous, nos pays AES, étaient ostracisés au sein de l'OIF. Il y a plusieurs pays qui sont en transition au niveau de l'OIF, mais qui n'ont pas le même traitement. Et nos pays il y a eu des mesures qui ont été imposées à nos pays sans que, je ne demande même pas qu'on sanctionne d'autres pays. La position du Mali, c'est de ne pas sanctionner. Mais si l'organisation doit prendre des mesures à l'encontre des pays, que ça se fasse de la même façon. Une fois qu'on arrive à cette situation, nous pensons que nous n'avons plus notre place dans cette organisation parce qu'elle travaille sur la base de considérations géopolitiques qui ne peuvent pas nous permettre de rester dans. C'est pourquoi l'AES, la Confédération des États du Sahel, a décidé de se retirer de cette organisation. Jusqu'où est-ce qu'on compte partir, monsieur le ministre? Parce que la francophonie, quelque part, c'est une question de langue, c'est autour de la langue française, on va dire. Beaucoup estiment aujourd'hui que dans un élan souverainiste, on doit se défaire aujourd'hui du français comme langue, même si le français est devenu une langue de travail seulement chez nous. Alors, est-ce qu'on va aller jusque-là? De mon point de vue, la francophonie, c'est plus la France que le français. De mon point de vue. Quand vous regardez, la langue, oui, ce sont des pays qui parlent le français, mais il y a beaucoup même de pays dans la francophonie où peut-être même pas 1% de la population parle français. Donc, c'est une organisation politique. C'est une organisation politique. Maintenant, si vous liez ça au français,
le français est un héritage colonial. Nous parlons français parce que nous avons été colonisés par la France et qu'on n'a pas pu encore se défaire de ça. Et nous avons parlé le français avant la création de l'OIF. Et nous y sommes entrés, nous y sommes sortis. Nous pouvons continuer à parler le français. Mais nous ne sommes pas fiers aussi de dire que nous parlons français. Parce que nous avons nos langues aussi. Ce n'est pas dire que nous devons laisser le français, non. Que ceux qui veulent, ils peuvent continuer à parler. Mais c'est aussi une opportunité pour nous, en tout cas un rappel, de valoriser davantage nos langues nationales. Il y a des langues africaines, même au niveau de l'AES, nos populations peuvent communiquer en Bambara ou en Songhai, qui peut être compris dans d'autres pays. Donc, pour nous, c'est aussi l'occasion de davantage investir et valoriser les langues nationales qui peuvent exister auprès du français. Mais pourquoi aussi on ne développerait pas l'anglais ou d'autres langues? Donc, pour nous, c'est beaucoup plus ça. Donc, l'OIF n'est pas la langue française. D'accord. Parlons, Monsieur le ministre, de nos relations avec les Nations Unies, le processus de liquidation de la MINUSMA achevé. Quelles sont nos relations avec l'organisation onusienne maintenant et aussi avec la France qui n'a plus d'ambassadeur au Mali depuis un certain temps. C'était un partenaire majeur quand même. Comment évoluent nos relations sur ces deux fronts? Le Mali, depuis son indépendance, a adhéré aux Nations Unies en tant qu'État membre et a entretenu et maintenu des relations avec les Nations Unies jusqu'à l'arrivée de la MINUSMA. La MINUSMA qui est la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, qui est une opération de maintien de la paix. Et nous avons demandé après le départ de la MINUSMA. La MINUSMA est partie, mais il y a toute une galaxie de fonds, agences et programmes des Nations Unies qui sont là, qui continuent à faire leur travail et avec lesquels nous entretenons un dialogue et une coopération constructive. Comme nous entretenons un dialogue avec l'organisation elle-même parce que nous continuons à participer aux Assemblées générales des Nations Unies qui est un cadre important pour nous pour faire entendre notre pays. La MINUSMA est une opération de maintien de la paix dont nous avons demandé le départ. Nous avons demandé le départ sur le fait que cette mission ne répondait pas aux attentes des Maliens, n'était pas en adéquation, le mandat de cette mission n'était pas en adéquation avec les besoins du pays parce que nous faisons face au terrorisme et cette mission est censée s'interposer entre des parties en cas de conflit. Donc il y avait vraiment un problème d'inadéquation de la mission et pire, les dernières années avant le départ de la mission, elle était devenue pratiquement dangereuse parce que elle s'est mise dans une posture de production de rapports, d'appréciation, d'éléments qui touchent à la cohésion sociale de notre pays. Nous avons pensé que pour toutes ces raisons, il fallait en sortir et nous en avons tiré les leçons parce que c'est nous installer dans un scénario de dépendance et ça ne nous permettait même pas de faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui où nous avons été en mesure avec le départ de la mission de reprendre le contrôle de beaucoup de localités que nous ne contrôlions pas et d'améliorer substantiellement la sécurité. Maintenant, pour ce qui concerne la relation avec la France, il y a un chargé d'affaires français qui est au Mali, il y a un chargé d'affaires du Mali qui est en France et à travers ceci, nous maintenons des échanges, des discussions avec la France. Encore une fois, que ce soit avec la France, avec d'autres, nos relations pour nous ne sont pas basées sur des émotions. On va rappeler encore une fois, tout pays qui veut travailler avec le Mali doit respecter les 3 principes que je ne veux pas répéter encore. C'est valable pour la France, c'est valable pour tout le monde et je pense que progressivement, plusieurs pays ou plusieurs institutions viennent à nous en indiquant qu'ils comprennent les principes autour desquels nous avons articulé notre relation et qui sont disposés à pouvoir travailler. Donc tous les pays qui, de notre point de vue, pensent pouvoir travailler en respectant ces principes, le Mali n'a aucun problème. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours un grand plaisir de vous suivre. Si vous n'êtes pas encore ici, faites ça, vous savez comment ça se passe. Vous ne faites pas encore partie de notre communauté, ça serait un grand plaisir de vous avoir, comme ça on va grandir ensemble. Faites un commentaire, ne partez pas sans faire un commentaire. On veut savoir ce que vous en pensez. God bless.